Bonjour et bienvenue au 33e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Sam, et je suis avec Vince. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes confortablement assis, parce que notre thématique, ça va être les jeux confortables, justement. Les jeux relax, Les tranquilles. Réconfort. Tu sais, le genre de jeu que tu peux jouer par un après-midi d'automne où il pleut puis il fait froid dehors puis tout est en dedans avec tes pantoufles puis ton café, là. Ça, c'est dans ton cas. Dans une belle journée d'automne, ça va plus être avec mon jeu qu'on va aller jouer. Mais tout ça, ça va être pour plus tard dans l'émission, parce que avant tout, comme le veut la tradition, on va faire un retour sur notre duel de l'an dernier, où notre thème c'était les jeux de brassage. Thème très répandu, on le sait, là. Des fois à Board Game Duel, on tombe dans les clichés. Donc moi j'avais parlé du jeu Heaven and Hell. Un jeu euro quand même moyen lourd, je dirais, là, où la thématique c'est qu'on est des moines qui font de la bière. Donc on a une grosse rondelle de sélection d'actions, on se promène pour ramasser des ingrédients. On peut utiliser des ingrédients soit pour faire de l'argent, soit pour améliorer notre bière. On n'a jamais assez d'argent, on voudrait tout faire, mais on peut rien faire. Un beau puzzle, un beau jeu d'optimisation, puis On ajoute à ça du placement de tuiles aussi, fait qu'on a ce niveau de stratégie supplémentaire à penser. ouais, c'est ça, le placement de tuiles qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre de notre plateau. Donc puis en plus, les chiffres qui sont sur les tuiles, dépendamment de comment ils sont placés, ça va nous donner différents bonus aussi. Donc, plusieurs niveaux à penser quand on place nos tuiles. Ça va revenir plus tard dans l'émission aujourd'hui. C'est un excellent jeu. J'ai rejoué quelques fois même depuis le duel. Je l'ai montré à quelques personnes. Puis les gens aiment le jeu d'habitude, là. C'est un bon défi. Ça a l'air de rien au début. Puis finalement, on se creuse la tête. Mais ça dure pas trop longtemps. Donc, c'est un excellent jeu, Heaven and Hell. De mon côté, j'avais défendu le jeu Alchemist, qui est un jeu de déduction puis de placement d'ouvriers. Donc dans Alchemist, chaque joueur est un universitaire, un alchimiste qui va viser à faire des nouvelles découvertes dans le domaine des potions, qui va les tester sur ses étudiants pour découvrir leur effet, les vendre à des aventuriers pour qu'ils puissent accomplir leurs aventures. On achète des artefacts magiques pour pouvoir améliorer nos capacités de laboratoire. Mais le cœur du jeu, c'est vraiment un jeu de déduction. Donc, on va mélanger des ingrédients, ça va nous donner une potion qui va avoir un effet X, et de ça, on peut déterminer les caractéristiques des ingrédients qu'on a utilisés. Donc, on a cet aspect déduction-là qui est joué avec une application pour vraiment avoir un maximum de variabilité. Puis on va faire comme en science, chercher à publier le résultat de nos recherches le plus vite possible, que ce soit vrai ou pas. Oui, puis à contredire justement les découvertes des autres s'ils sont dans l'erreur. Donc c'est un jeu vraiment le fun. En tout cas, il venait nous chercher beaucoup par sa thématique d'universitaire. C'est pas un jeu que j'ai eu la chance de rejouer. Malheureusement, j'ai essayé quelques fois, tu sais, de le mettre de l'avant, mais c'est sûr que l'aspect jeu de déduction, ça a pas marché avec notre groupe de joueurs les dernières fois qu'on a voulu le proposer. Mais j'y rejouerais j'y rejouerais aussi si j'avais l'opportunité. Ouais, moi j'y ai rejoué quelques fois aussi. C'est un jeu que j'adore. J'aime bien le jouer aussi en tour par tour, là. Il est disponible sur le site boîteajeux.net, là, qui est comme un board game arena des pauvres, si on veut, là. Mais l'implémentation de ce jeu-là en particulier est très bien réussie, là. Puis tu sais, c'est le genre de jeu que justement tu peux prendre le temps pour faire tes déductions, pis là, si deux ingrédients ont donné ça, ça veut dire que celui-là il était l'affaire pis tout ça. Fait que tu sais, c'est un jeu où t'es très heads down dans tes affaires. Donc quand t'es sur une table avec du monde, ça peut, des fois ça devient lourd pis c'est long, là, mais en tour par tour comme ça, où ce que tu peux
c'est juste le temps à toi que tu prends dans le fond quand tu fais ces affaires-là, donc ça marche super bien. Donc, c'était Alchemist. Puis je juge que j'avais gagné ce duel. C'est un des rares que je vais peut-être te donner, ouais. Parce que Donc, Alchemist, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. ouais, en fait, je pense qu'on l'avait dit au duel, on avait joué une partie des deux pour déterminer qui allait choisir quel jeu, parce que les deux étaient des bons jeux. On les aimait les deux. Puis les deux, on voulait Alchemist. Ouais. Donc maintenant qu'on a fini de parler de ce au quoi on avait joué, maintenant on peut parler de ce qu'on a joué plus récemment. Donc Sam, j'ai cru comprendre que tu avais joué à la nouvelle mouture du jeu Azul récemment. Oui, Azul, The Queen's Garden de Michael Kiesling est publié chez Tex Move Games. Donc Azul Forever, parce que c'est le 4e opus de la série déjà. Je dirais que c'est celui qui, en tout cas de ceux que j'ai essayé, qui ressemble le moins au Azul original. Il est beaucoup plus complexe que les autres parce qu'on a vraiment beaucoup plus de paramètres à tenir en compte dans nos décisions. Mais comme les autres, c'est un jeu de placement de tuiles. Les tuiles vont avoir différentes couleurs et ils vont être par groupe de 4 sur des espèces de coaster. Jusqu'à maintenant, ça fait très Azul. Mais là, la différence, en fait, une des différences, c'est que au début d'un round, il va seulement avoir un coaster de disponible. C'est seulement quand quelqu'un va piger dedans que on en met un nouveau disponible. Puis plutôt que d'envoyer les tuiles qui sont laissées pour compte au centre, ils vont aller ailleurs, c'est ça? Ils vont rester sur le coaster. On va tasser le coaster puis on va le mettre de côté. Puis la grosse twist en fait, c'est que les tuiles ont aussi, en plus de leur couleur, un symbole dessus. Puis ces symboles-là ont des valeurs de 1 à 6 dans le fond. On a le papillon qui est le 1 ou l'arbre. Non, l'arbre c'est le 1, je pense. Le papillon c'est 2, puis ça va jusqu'à la grosse fleur qui est un 6. Puis là, quand on prend les tuiles, on les place pas tout de suite sur notre plateau personnel. On les place d'abord dans notre réserve, puis ensuite on doit payer pour les jouer. Puis à toutes les fois qu'on prend ou qu'on place des tuiles, faut que ce soit toutes de la même couleur, comme dans le Azul original, ou toutes le même symbole. Puis quand on veut jouer une tuile, faut payer avec des tuiles du même couleur ou du même symbole que celle qu'on joue, mais ça peut pas être exactement la même chose. Donc si je veux jouer par exemple l'arbre vert, je peux pas payer avec un autre arbre vert. Ou s'il y a 2 arbres verts de disponibles dans le milieu, je peux pas prendre les deux. Faut que j'en prenne seulement un des deux. En plus, les coasters sur lesquels nos tuiles sont en fait des tuiles qui vont être jouables elles aussi. Fait qu'un coup qui est vide, on va le retourner de bord, puis là dessus, il va y avoir imprimé une couleur puis un symbole aussi. Fait que là, il va pouvoir être pris comme une autre tuile dans le fond. Puis cette tuile-là, dans le fond, va agrandir ton plateau personnel sur lequel tu vas pouvoir mettre des nouvelles tuiles. C'est ça, fait que t'as comme pas le choix d'aller en chercher un moment donné, parce que sinon t'as plus de place où mettre tes tuiles, dans le fond. Puis en plus, un peu comme dans Heaven and Hell, on a des spots sur le plateau qu'on essaye d'aller encercler, puis quand on réussit à les encercler, ça nous donne des espèces de tuiles Joker qui peuvent être utilisées comme n'importe quelle couleur ou n'importe quel symbole. Puis, contrairement aux deux premiers Azul, tu sais, où est-ce qu'on peut placer nos tuiles, c'est pas fixe. Dans le fond, tout est pas mal libre, mais quand on place nos tuiles, encore une fois, on essaye de regrouper soit des couleurs ou des symboles ensemble, mais dans un même groupe, on peut pas avoir 2 fois exactement la même tuile. Fait qu'on essaye de faire des groupes le plus gros possible. Dans le fond, mettons 6 vertes, et il faut avoir les 6 symboles verts différents, tu sais. Puis là-dedans, il y en a qui sont plus faciles à aller chercher que d'autres, puis plus faciles à payer pour aller jouer. Puis il y en a qui sont plus durs. Mais ils vont valoir plus de points. Puis un peu comme dans le deuxième Azul, dans le fond, à la fin du round, on va marquer des points pour les tuiles d'une certaine couleur ou d'un certain symbole qu'on a placé sur notre plateau jusqu'à présent. Fait qu'il y a comme beaucoup de trucs à prendre en compte, beaucoup plus que dans
sais, le premier Azul, c'est le genre de jeu qu'on peut jouer avec des non-gamers, qu'on peut montrer à n'importe qui, puis il y aura pas de problème. Celui-là, c'est vraiment une coche de plus, là. C'est pour un public plus averti, plus avancé. J'ai trouvé qu'à cause de ça, il était peut-être moins interactif. Parce que, tu sais, dans les autres Azul, ce que j'aime bien faire, c'est regarder qu'est-ce que les autres veulent surtout pas, puis m'arranger pour qu'ils soient obligés de le prendre, tu sais. Dans celui-là, il y a comme tellement de paramètres à considérer que c'est un peu plus dur de le faire. Peut-être qu'avec plus de répétitions, j'arriverai à le faire, puis je retrouverai ce petit plaisir, ce malin plaisir à faire suer mes adversaires quand je joue à Azul. Mais c'est ça, somme toute, j'ai bien aimé. Il donne un autre nom pour essayer peut-être d'aller chercher. Parce que je pense pas qu'il cible le même public que les premiers, tu sais. Ouais, mais c'est en même temps, il y a la mécanique, c'est ça, de placement de tuiles. C'est sûr que là, on la craint jusqu'à 11, là, mais c'est des petites tuiles en plastique cute, colorées. Mais j'avoue que c'est vraiment, vraiment différent, je trouve, des autres moutures de Azul que j'avais essayé aussi, là. Puis d'ailleurs, on parle de couleurs, là, je trouve qu'ils ont pas fait un très bon choix de couleurs dans celui-là. On a comme un mauve foncé, puis un mauve pâle, puis un vert foncé, puis un vert pâle. Ouais, c'est moins instinctif, là. Puis là, vu que tu l'as sur la tuile en plastique, puis que tu l'as aussi sur les cartons, tu sais, la couleur est pas Pas exactement la même, fait qu'il faut vraiment pas jouer avec des daltoniens. Donc, c'était Azul Queen's Garden de Michael Kisling et Next Move Games. Sinon, de mon côté, j'ai très récemment joué à Sobek, mais la version 2 joueurs, designée par Bruno Catala et Sébastien Pochon, aux éditions Catch-Up Games. Donc, ça va être drôle parce que moi, j'ai jamais joué à la version originale de Sobek, j'ai joué seulement à la version 2 joueurs. Dans Sobek, chaque joueur est un marchand égyptien. Il doit dans le fond, aller chercher des tuiles sur un plateau commun, faire des groupes de ces tuiles-là pour les vendre et accumuler de l'argent. On a comme twist que lorsqu'on va prendre une tuile, ces tuiles-là, dans le fond, des indications qui forcent le joueur d'après à prendre une tuile qui est indiquée par une ligne. Dans le fond, Ouais, le marché, c'est comme un carré de tuiles. Puis comme tu dis, ce que je prends, après ça, je vais placer le pion dans une certaine orientation, puis t'es obligé d'aller dans cette ligne-là, que ce soit diagonale, verticale ou horizontale. Donc c'est ça. Puis ça fait qu'on impose un peu nos choix aux joueurs contre lesquels on joue. Ben, faut faire attention parce que à la place d'aller chercher les tuiles, ce qu'on peut faire, c'est vendre celles qu'on a déjà, justement. Fait que si on se fait donner un choix moyen ou mauvais même, ben, on peut décider de vendre nos tuiles à la place, puis après ça, c'est à l'autre joueur de jouer. Fait que tu sais, je te laisse de la chenoute, puis là tu vends, puis là finalement c'est moi qui est poigné pour ramasser la chenoute si j'ai rien à vendre, tu sais. Ouais. Non, c'est vrai, ça peut être à double tranchant. Faut choisir un peu son moment, mais on sait pas nécessairement c'est quoi les tuiles que notre opposant possède. Ben, tu le vois qu'est-ce qu'il ramasse. Tu peux t'en souvenir. Ouais, là c'est sûr que ça peut être un exercice de mémoire un peu intense là, mais bon, c'est sûr que tu pourrais suivre dans ta tête tout ce qui a été pris et tout ce qui a été vendu. En fait, ce qui a été vendu, ça c'est visible, c'est de l'information publique. Fait qu'il y a moyen de pouvoir suivre tout ça sans que ce soit trop intense. Mais c'est ça. Là, tout ça pour dire qu'après avoir vendu des tuiles, on va aussi collecter des pirogues qui sont des pouvoirs qui vont varier d'une partie à l'autre. Ça peut être des points gratuits, ça peut être d'avoir une action supplémentaire, ça peut être donner des malus à notre opposant. Ouais, parce qu'on a oublié de dire que dans le fond, tu ramasses une tuile à ton tour, mais tu peux ramasser n'importe laquelle dans la ligne, sauf que si t'en ramasses une plus loin, toutes celles que tu ramasses, t'as pas voulu ramasser dans le fond, ils s'en vont dans ta corruption. Oui, exact. Ça, c'est aussi une mécanique intéressante. Parce que à la fin de la partie, cette corruption-là va te valoir des points négatifs, ou en fait t'auras pas des points bonus à la fin de la partie si t'as trop de corruption. Puis fait que c'est ça. Fait que c'est quand même un bon puzzle. C'est des choix qui peuvent parfois être déchirants. C'est un jeu assez simple qui se joue quand même rapidement, mais qui a un bon niveau d'interaction, je trouve. J'ai bien aimé ma partie.
Ouais, parce qu'on rajoute aussi, il y a des tuiles qui peuvent être soit des marchandises ou un personnage avec un pouvoir particulier, tu sais. Fait que de se timer pour savoir quand les utiliser, ces personnages-là, c'est quand même important aussi, tu sais. Puis ça rajoute un peu de piment puis d'interaction, comme tu dis. Ouais, puis il y a certains personnages avec des pouvoirs vraiment quand même pas mal forts qui peuvent vraiment changer l'issue de la partie. Donc je pense que ça fait le tour de Sobek édition 2 joueurs. Publié aux éditions Catch Up Games et designé par Bruno Catala et Sébastien Pochon. Finalement, moi, de ce temps-ci, j'ai beaucoup de parties en solo parce que je sors moins qu'avant, disons. Donc, un jeu que j'ai apprécié dernièrement, c'est le jeu Batman The Dark Knight Returns, The Game, designé par Daryl Andrews et Morgan Duntonville et publié chez Cryptozoic Entertainment. Fait que c'est un jeu qui m'a été prêté par notre ami Pat de Un Board Game Presque Parfait. Donc c'est ça, j'avais parlé au dernier épisode qu'on avait joué à Twilight Struggle ensemble. Puis quand il est venu, dans le fond, il m'a prêté ce jeu-là. Moi, j'y ai prêté V Commando, qui est un petit échange de jeux solo comme ça. Puis c'est un jeu qui est inspiré de la BD de Frank Miller, là, The Dark Knight Returns. Donc on joue Batman qui sort de sa retraite, qui est un peu blasé, biaisé, magané, puis qui est comme forcé de revenir à Gotham puis de faire le ménage. Fait que c'est un jeu qui a comme c'est une mini campagne, il y a 4 scénarios. Puis dans le fond, les progrès puis les choses qu'on fait d'un scénario à l'autre vont rester dans le fond. C'est comme une grosse partie divisée en 4 si on veut. Puis c'est un jeu où que on devient pas de plus en plus fort puis comme ça build up là, c'est plutôt le contraire. Là. On commence à notre mieux puis il faut juste comme pas trop s'attritionner pour être capable de toffer la run jusqu'à la fin. Fait que dans le premier chapitre, on va affronter Two-Face. C'est ça, si vous avez lu la BD, vous allez pouvoir savoir un peu qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est quand même très fidèle à l'histoire de la BD, justement. Puis c'est un jeu un peu tu sais, style pandémie, là. Il va y avoir des choses mauvaises qui vont s'accumuler sur le board, là. Ça va être soit des journalistes, des policiers ou des mutants qui vont peupler les différents quartiers de Gotham. Puis dans le fond, on va promener notre Batman puis ses alliés. Là, au début de la partie, on a le bon vieux commissaire Gordon qui est avec nous. Puis là, au fur et à mesure que les chapitres avancent, on va pouvoir débloquer d'autres alliés qui vont venir nous aider. Puis c'est ça. Dans le fond, comment ça marche, c'est que au début d'un round, on va piger les cartes. Puis là, sur les cartes, il y a soit un événement mauvais ou un bonus qu'on peut utiliser soit pendant les combats ou pendant notre phase de détective, si on veut. Fait que là, on pige des séries de 3 cartes. Il y en a 2 qu'on va garder dans nos mains pour les utiliser pour les effets bénéfiques, puis une qu'on va mélanger dans le paquet d'événements. Fait qu'on sait un peu c'est quoi les événements méchants qui vont arriver. C'est aussi nous qui va décider, dans le fond, à chaque round, combien d'ennemis, en fait d'adversaires on va ajouter, qui vont être... dans le fond, dans un round, il va y avoir 4 tours, puis à chaque tour, va falloir décider combien d'ennemis on va rajouter, mais ça, on fait ça au début du round, avant de faire les actions. Fait qu'on sait un peu... cette round-ci, il va y avoir plus de mutants que de policiers, par exemple, donc... Puis on voit un peu d'avance dans quel quartier de la ville qui vont arriver aussi. Parce que la ville est comme divisée en 3 régions qui sont divisées en districts, puis dans les districts, il y a des quartiers qui sont les emplacements où on ajoute les trucs. Mais qui sont aussi l'emplacement où ce qu'on fait des actions. On déplace notre Batman. Si on arrive sur un endroit où il y a des adversaires, il faut comme aller dessus. Puis là après, on a le choix soit de se battre contre eux, sauf si c'est des journalistes, parce que Batman ne va pas aller comme se battre contre des innocents. C'est comme s'il y avait un code d'honneur. Ouais, c'est ça. Il y a mieux frapper des policiers à la place. Parce qu'on le sait, à Gotham, tous les policiers sont corrompus. Sauf Gordon. C'est le seul qui n'est pas corrompu. Mais je pense qu'à ce moment-ci, il est comme retraité lui aussi. Là. Parce que il y a un autre commissaire
de police qu'on doit affronter. Fait que c'est ça. Fait qu'en fait, vu que Gordon est parti, il y en a plus de pas corrompus. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Faut comme gérer ces trucs-là parce que quand un quartier a trop de... Chaque quartier, dans le fond, a comme 3 spots. Puis si à la fin d'un round, il y a un adversaire dans chacun des spots, ça crée une émeute. Puis là, si on a trop d'émeutes sur le board, on perd la partie. Fait qu'on a quand même un peu de temps pour aller l'éclairer, parce que c'est juste à la fin du round, pas à la fin du tour. Fait qu'on a comme 4 tours pour éclairer ça. Puis même un coup que les émeutes ont été placées, on peut quand même... ça coûte plus de ressources, puis c'est plus compliqué, mais on peut aller se battre contre pour les enlever aussi, tu sais. Parce que Batman n'a jamais rien trouvé qu'il peut pas régler avec ses points. Bon point. Ok, c'était facile, là. Mais ouais, on sent vraiment un peu le feeling pandémique où est-ce que tu dois te promener sur une carte pour essayer d'éviter que des zones tombent hors de contrôle. Ouais, c'est ça. Mais le jeu est quand même plus compliqué là qu'un pandémie. Là. Il y a beaucoup de subtilités que je veux pas trop rentrer dans les détails de, mais c'est une pandémie, mais avec une couche de plus, si on veut. Là. Mais tu sais, qui est quand même très thématique parce que justement, oui, Batman va se promener puis il va tabasser soit des big villains ou des petits henchmen, mais on doit aussi faire du travail de détective. Faut faire des enquêtes pour trouver il est où le gros méchant puis c'est quoi son plan puis après ça c'est après ça qu'on peut aller l'affronter. On a différents véhicules qu'on peut utiliser, que ce soit le bat-tank, la bat-moto, le bat-avion, le bat-cheval. Le bas de cheval? Ouais, il y a un bat-cheval. Ouais, on a. Mais ouais, dans la BD, man, il partait à cheval. C'est ça. Ben, c'est là ça aussi. On a on peut aussi, il y a comme des objectifs secondaires qu'on peut accomplir, puis quand on les a, ça nous donne des bonus, ce livre-là, mais aussi les suivants. Fait que des nouveaux gadgets, des nouveaux dés qu'on va pouvoir utiliser pendant les combats, puis qui vont être plus forts, ou des one-shot power. Bonus qui peuvent être très utiles pour battre les boss de fin de scénario. Fait que c'est ça, tu sais, puis c'est cool parce qu'il y a des, tu sais, le board dans le fond, on a aussi, le jeu il vient qu'un marqueur, puis on va, il y a des emplacements mettons qui vont s'améliorer, qui vont devenir x2 parce que tu sais, il y a des emplacements pour faire des actions de Batman là, pour qui nous permettent d'enlever des adversaires sur la map, de soigner parce qu'on a comme 3 stats là, notre sanité, notre santé puis notre grit. Oh. Fait que là, si on pas, tu sais, quand on se prend des dommages, c'est nous qui choisit le plus souvent à quel stats qu'on les met, mais des fois ça va automatiquement à 1. Puis si on en a une qui tombe à 0, ben on perd la partie. On a aussi une espèce de Doomsday Clock qu'il faut pas laisser arriver à 12. Parce que là, on a une autre façon de perdre la partie. Fait qu'on a des emplacements pour aller baisser ça. Puis, tu sais, d'un livre à l'autre, où est-ce que nos stats sont rendus, puis tout ça, ça va rester. Fait que tu sais, oui, je peux me dire ah ben là je vais rusher pour finir ce livre-là, puis tu sais comme peu importe qu'est-ce qui arrive sur le board, puis là non, parce qu'au début du prochain livre, tu vas être dans le trouble si tu fais ça, tu sais. Ouais, parce que le but du jeu, c'est de le faire en mode mini-campagne, j'imagine. Là. Tu pourrais, j'imagine, partir d'un livre puis dire ok, je repars à 0, mais t'enlèves un peu l'aspect t'enlèves une grosse difficulté, j'imagine, quand tu fais ça. Ouais, non, mais il y a des règles à la fin pour un coup que tu l'as fait pour les refaire en stand-alone, mais justement là, il montre la difficulté puis il donne un setup de départ qui simule un peu où est-ce que tu serais rendu à peu près normalement, tu sais. Puis c'est ça, c'est que tu vas, dans le fond, les différents quartiers sont comme reliés entre eux par des chemins, puis pendant la partie, à plusieurs reprises, on va pouvoir dessiner d'autres chemins, mais ces chemins-là vont rester aussi d'un livre à l'autre. Ok, fait que t'as comme une espèce d'aspect legacy, mais que tu peux resetter. Ouais, c'est ça. Fait que ça, j'ai trouvé qu'il utilise quand même très bien ça, le jeu. Niveau matériel, c'est super beau, là, tu sais, ça fait un style très BD, puis tu vois l'inspiration, tu vois d'où ça vient, puis ils l'ont bien adapté en jeu de société, mais c'est ça, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que le jeu était un peu trop facile.
Mais tu sais, j'ai l'impression que si t'as une mauvaise première game, tu sais, ça va faire boule de neige puis ça va devenir de plus en plus tough. Puis si à l'inverse, t'as une bonne première game, ben tu sais, ça va faire boule de neige dans l'autre sens puis toute la campagne va être facile. J'ai peut-être été chanceux sur mes dés aussi dans certains combats, là. Mais tu sais, j'ai jamais eu beaucoup de pression, là, que tu sais, je suis pas passé proche de perdre ben souvent dans toute la campagne, que j'ai trouvé un peu décevant. Mais c'est ça, il y a des règles pour les jouer en mode plus difficile. Je pense que si c'était à refaire, je recommencerais du début puis je partirais direct en mode difficile, là. Puis tu sais, j'aurais peut-être que je serais obligé de recommencer une couple de fois, mais au moins tu sais j'aurais l'impression que j'ai du défi, tu sais. Ouais. Puis tu sais, c'est ça. Est-ce que l'aspect narratif était pas mal présent, là? Parce que t'as des decks de cartes événements. Est-ce que t'avais l'impression que ça marchait bien avec la BD? Je pense que oui, je suis pas super familier avec la BD, là. Tu sais, je l'ai pas lu au complet, je l'ai entendu parler beaucoup parce que c'est quand même un classique, là. Puis tu sais, je connais bien le personnage puis l'univers, tu sais, mais plus par les films que par les BD, je te dirais. Sur les cartes, il y en a quand même pas mal, puis ça, je pense que c'est bien réussi, puis les cartes doivent être inspirées de des vrais trucs qui sont passés dans la BD, mais j'aurais aimé ça que tu sais, dans les règles, il y a une petite mise en scène au début, là. J'ai trouvé que c'était un peu trop succinct, un peu trop garoché. En même temps, tu sais, j'imagine que si tu connais l'histoire, t'es comme, ah oui, tu sais, c'est ça qui se passe, fait que tu sais, c'est là que je suis rendu dans l'histoire, puis c'est correct. Fait que tu sais, si t'es un gros fan de la BD, tu vas te retrouver, mais si comme moi, tu connais ça un peu, mais pas plus que ça, tu sais, je trouvais qu'il en manquait un petit peu. Ben en fait, pas qu'il en manquait un peu, mais j'en aurais pris un peu plus. Si ça fait du sens. C'est possible, là, c'est ça. Tu sais, en même temps, c'est un jeu solo ou peut-être, tu sais, je sais pas combien de temps ta partie durait. Est-ce que tu veux vraiment avoir à lire beaucoup avant de t'imprégner du jeu? Ou tu te dis si tu veux vraiment du lore puis tout ça, il faut que tu ailles lire la BD. Ah, c'est vrai. Mais tu sais, je l'aurais peut-être pris à la fin. Genre, tu sais, quand tu bats l'ennemi, c'était quoi son plan au final, puis comment tu l'as battu, ça aurait été cool, juste un petit paragraphe, là, de genre... Conclusion, pas juste un... Bon, ben, passe ça au... finit... Ouais, genre, oublie pas de noter telle affaire, de rediscarter telle carte, puis tu sais... Ça faisait sec un peu. Ouais, c'est ça. Mais quand même, c'était cool, je suis content de l'avoir joué, puis c'est ça, je serais partant pour refaire la campagne mais en mode difficile. En tout cas, je vous conseille d'avoir une table dédiée si vous voulez faire ça, parce que c'est possible de sauvegarder sa progression sans tout défaire, puis tu sais, comme tout arrangé dans la boîte, là, mais comme moi ça me tentait pas de faire ça. Parce qu'il faut comme tu notes sur le board chaque ennemi et où, pis te remettre tous ces tokens-là quand tu fais ta mise en place, pis c'est beaucoup plus simple de juste le laisser sur la table comme s'il est là, tu sais. Ouais. Non, ça c'est sûr. Ça te sauve un peu d'effort. Mais c'est pas tout le monde qui a une table dédiée comme ça. Mais sinon, c'est que tu peux le faire en une journée, je pense, là. C'est à peu près 60 à 90 minutes par partie. Fait que tu vas être bien craqué, tu commences ça le matin, puis c'est ça ta journée, tu sais. Ouais. Donc c'était Batman The Dark Knight Returns, The Game, de Daryl Andrews et Morgan Duntonville, et publié par Cryptozoic Entertainment. Donc voilà pour les jeux auxquels on a joué récemment. Ça nous amène maintenant à notre pièce de résistance, à notre duel. Donc les jeux confortables, réconfortants. Et je pense qu'on a même pas dit en début d'émission quel jeu qu'on allait défendre. Non, on l'a pas dit, on a laissé planer le suspense. Oh! Moi je trouve ça drôle que nos auditeurs se demandent qu'est-ce qui se passe, mais c'est parce que tu vas nous parler du jeu Wingspan. Ben oui, je vais parler du jeu Wingspan, qui est réconfortant dans le sens où on peut s'imaginer aller aux eaux, aller observer les oiseaux en cage, ou tout simplement aller dans la forêt derrière chez soi pour aller observer les oiseaux puis les entendre. Donc c'est ça, c'était ma définition du jeu relax, cosy. Donc c'est ça, Wingspan, un jeu designé par Elizabeth Hargrave, publié aux éditions Stone Myers Game, qui est sorti en 2019, qui a été très populaire
puis qu'il l'est encore. Il y a plusieurs extensions qui sortent depuis pour le jeu. Le jeu est très 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 beau, je dirais. Je pense que c'est d'un premier coup d'œil, c'est la première chose qu'on voit, c'est que le jeu essaie d'être fidèle aux vrais oiseaux qui existent. Donc les cartes avec lesquelles on va jouer, ça va être des vrais oiseaux. Puis il y a même certaines informations concernant ces oiseaux-là dans le manuel d'instruction. Bon, ça c'est un peu c'est autour du jeu. Le jeu en tant que tel, c'est un jeu de construction de tableaux dans lequel on va utiliser des cartes qui sont des oiseaux qu'on va poser dans notre je vais dire notre nichoir, mais c'est pas un nichoir parce qu'il y en a plusieurs en fait. C'est pas clair, c'est quoi, tu sais, c'est pas c'est leur habitat, mais tu sais, il y en a que c'est la forêt, il y en a que c'est l'eau. Ouais, c'est une réserve en fait, c'est ça, c'est une réserve d'oiseaux. OK, puis c'est comme t'essaies d'attirer les oiseaux chez vous. C'est ça, puis t'essaies d'avoir la plus belle réserve d'oiseaux, puis en fonction d'objectifs qui vont avoir été qui vont être déterminés au hasard au début de la partie, il va falloir essayer d'être celui qui va avoir le plus d'œufs à certains tours, ou d'avoir le plus d'oiseaux qui nichent dans l'eau à un certain tour, ou d'avoir le plus d'œufs pour des oiseaux qui ont des nids de telle forme. Parce que dans le fond, chaque oiseau va avoir son type d'habitat, sa nourriture, son nid, un pointage qu'il va obtenir si on réussit à le placer. On va avoir aussi une capacité d'œufs qu'il peut produire, qu'il peut avoir dans son propre nid. Et certains oiseaux vont aussi avoir des habilités particulières qui vont s'activer. Donc, quand on joue à Wingspan, chaque joueur va avoir sa réserve, puis va sélectionner une action qu'il va effectuer pendant son tour. Donc, au début de la partie, on va pouvoir faire 8 actions, puis à mesure que les rounds avancent, on va avoir un nombre d'actions qui va diminuer, mais ces actions-là vont être de plus en plus fortes parce que notre tableau va s'améliorer avec les pouvoirs des oiseaux qu'on va avoir accumulés. C'est un bon aspect du jeu, ça fait que le jeu se termine plus rapidement. C'est ça, parce que oui, tes actions vont être plus longues parce qu'on a plus de synergie entre nos cartes, mais vu qu'on en fait moins, ça balance un peu tout ça. Fait que ça fait que le jeu devient pas ultra intense, ultra compliqué, puis qu'on n'en finisse plus de finir nos tours. Non, ça reste conscrit dans un temps de jeu assez tolérable pour pas mal tous les types de joueurs. Donc c'est ça. Quand c'est notre tour à Wingspan, on va utiliser un cube rouge qui détermine notre nombre d'actions. On va le poser sur une action qu'on va effectuer. Donc on peut faire plusieurs choses. On peut aller chercher de la nourriture. On a une tour à dés en forme de niche, de nichoir d'oiseaux qu'on peut rouler, puis dans le fond qui va être un peu le pool de nourriture disponible. Fait qu'on peut aller chercher des dés dans la mangeoire. Moi j'ai dit un nichoir, c'est une mangeoire. C'est le concept, c'est la bouffe dans la mangeoire. Donc on va aller chercher ces dés-là. On peut aussi décider de pondre des œufs sur nos oiseaux. Et on peut décider de piocher plus de cartes oiseaux pour avoir une main plus complète. Quand on va piocher, on peut piocher directement à l'aveugle sur une pioche invisible, ou sinon on a toujours 3 oiseaux qui sont disponibles dans un petit magasin, dans un petit marché, qu'on peut aller chercher directement si jamais il nous intéresse. Puis on peut aussi placer des oiseaux dans notre tableau. Oui, exactement. Donc pour pouvoir placer un oiseau, il faut pouvoir payer son coût en nourriture. Les premiers oiseaux qu'on met dans un habitat donné, on a juste besoin de payer la nourriture. Mais à mesure que la partie avance puis qu'on accumule les oiseaux dans un même habitat, il va falloir aussi dépenser des œufs pour pouvoir les jouer. Fait qu'il faut toujours produire un peu d'œufs pour pouvoir continuer à agrandir notre tableau. Puis à mesure qu'on avance dans les différents habitats, les actions deviennent plus fortes quand on va les effectuer. Fait que par exemple, au début, quand on va chercher de la nourriture, on va chercher seulement un seul dé dans la mangeoire, mais si on commence à mettre plus d'oiseaux dans la forêt, ben on peut aller chercher 2, voire 3 dés dans la mangeoire. Puis en plus, on active le pouvoir de nos oiseaux dans cette rangée-là, tu sais. Exactement. Puis là, c'est ça, il y a des combos assez intenses qui peuvent être faits si on réussit à piocher les bonnes cartes puis à mettre les bons oiseaux aux bons endroits. Fait qu'il y a vraiment une dynamique intéressante qui peut s'installer à mesure qu'on
que notre tableau s'agrandit. Puis c'est ça, à chaque quand on a fini dans le fond, chacun des joueurs va faire ses actions. On dépose notre cube rouge sur l'action qu'on a faite en question. Puis à la fin, on va déposer un de nos dés sur le plateau de pointage du round. Un de nos cubes. Ouais, un de nos cubes. Ouais, j'ai dit quoi? D. Ouais, c'est. On va remettre un de nos cubes sur le plateau de score du round. Puis là, c'est une compétition. C'est qui a réussi à mettre le plus d'œufs de tel nid sur son plateau, qui a pu placer le plus d'oiseaux de tel habitat. Fait que ça, à chaque partie, là, ça va changer. Fait qu'il faut un peu penser d'avance à ce qu'on veut pousser pour essayer de maximiser le nombre de points qu'on va faire à chaque round. Puis à la fin du round, dans le fond, on reprend les cubes qu'on avait placés sur notre plateau personnel, puis on abandonne le cube de pointage sur le plateau de points. Fait que c'est pour ça qu'on a une action en moins à chaque tour. On a aussi, à travers la partie, l'opportunité d'aller piocher des cartes objectifs supplémentaires. Dans le fond, au début de la partie, on a tout un objectif caché aussi qui va nous permettre de faire des points en fin de partie. Puis on peut aller chercher de ces objectifs-là au cours de la partie avec nos actions. Puis ça nous permet de faire des points supplémentaires encore. Donc, c'est pas mal ça, le jeu. Je pense que esthétiquement, c'est vraiment un très très beau jeu, là. Ils ont vraiment mis le paquet dans la présentation. La boîte est belle, les cartes sont belles. Les œufs, même le livret de règles, il y a comme un petit finish. Il est le fun à toucher, tu sais. Ouais, il y a un beau tape à l'œil. Les œufs, puis tu dis les œufs, ils me font penser, tu sais, aux œufs Cadbury là qu'on mange à Pâques là, tu sais. Ouais. Faut juste pas les manger ceux-là parce que je pense que ça va faire mal aux dents. Non, vraiment le jeu a un beau contenant. C'est au niveau contenu, je trouve, qui plante un peu. On va en reparler, mais je pense je peux en parler là, parce que c'est pas tant des points de comparaison avec l'autre jeu, là. Ouais. Je trouve il y a beaucoup de hasard, parce que comme tu dis, tu sais, on a des objectifs de ronde, on a des objectifs personnels, puis ces objectifs-là vont demander vraiment des oiseaux très très spécifiques. Puis ça se peut que t'es piges jamais ces oiseaux-là, tu sais, ça se peut qu'ils soient jamais disponibles ou très rarement disponibles dans le marché. Puis tu sais, ceux qui sont des objectifs communs, tous les joueurs vont vouloir se garrocher dessus. Puis c'est vrai que t'as aussi certains pouvoirs d'oiseaux qui sont beaucoup qui sont plus vraiment forts que d'autres. Ouais, c'est ça. Fait que puis tu sais le deck est quand même assez gros là, il y a beaucoup d'oiseaux, puis comme tu dis, il y en a qui sont plus forts que d'autres, puis il y en a que t'as besoin pendant la partie, puis d'autres pas. Puis t'as pas beaucoup de moyens de mitiger. Tu peux pas manipuler le marché, tu peux pas en piger plusieurs puis en garder une. Tu sais, tu fais ce que tu peux avec ce que t'as, tu sais. Ouais, c'est peut-être la faiblesse du jeu, c'est que t'es vraiment dépendant beaucoup de ce que tu vas piocher. Puis il faut que ça fitte un peu avec les objectifs pour pouvoir en venir à bout. Mais sinon, toutes les combos que tu peux faire, les pouvoirs qui vont s'agencer ensemble, tu sais, quand le jeu marche, il marche vraiment bien. Mais c'est vrai que tu peux être malchanceux. Ouais, puis tu sais, comme je trouve qu'il y a pas beaucoup de décisions intéressantes. T'as comme un move évident à faire, tu sais. Faut que je joue des œufs. Ben, faut que je joue des oiseaux avant ça. Alors ça, faut que, tu sais, après avoir joué l'oiseau, faut que je fasse l'action de pondre des œufs. Puis tu sais, c'est comme t'es un peu forcé de faire ça, puis c'est ça. Mais tu peux aussi ajuster. Dans le fond, tu dois aussi ajuster ta façon de jouer en fonction des points de chaque round. Fait que tu peux te dire, ok, là j'ai un bon combo qui vaut la peine d'être plus sorti quand la partie va être plus avancée. Tu sais, il y a moyen aussi il y a ces décisions-là qui sont à prendre. Des fois, t'as des cartes qui vont te dire, ok, comme des cartes prédateurs, il va falloir que tu jettes des oiseaux. Là, faut que tu décides c'est quel oiseau que tu vas jeter. Ouais, mais c'est souvent évident, là. Il y en a un qui va valoir des points puis l'autre pas. Fait que, en tout cas. Ouais, mais souvent, les cartes qui valent peut-être moins de points, tu sais, des fois, ils ont des pouvoirs. Non, c'est vrai, excuse. Les cartes qui valent moins de points ont souvent des pouvoirs pas mal forts. Puis les cartes qui font beaucoup de points,
ben ils vont coûter cher à placer. Ouais, mais fait en tout cas. Je sais pas, me semble, Ouais, la c'est plupart du pas. temps, c'est évident, t'as les ressources pour le jouer ou pas, puis en tout cas. Je trouve qu'il y a pas, t'as pas trop d'affaires à penser. C'est souvent évident c'est quoi le meilleur move que t'as à faire. Puis d'un autre côté, il est comme juste assez compliqué pour que c'est pas le premier jeu que je vais vouloir montrer à un no-gamer, je pense. Parce qu'il y a comme juste assez de règles pour que ce soit trop compliqué pour eux, mais pas assez de décisions crunchy pour m'intéresser moi. Fait que, tu sais, je trouve qu'il tombe un peu entre deux chaises. Faut que t'aies quelqu'un qui soit déjà un peu initié au jeu, qui lui serait peut-être le meilleur public là. C'est quelqu'un qui c'est un jeu pour quelqu'un qui est pas encore prêt à jouer à Brass Birmingham, mais qui a bien aimé jouer à Isle of Skye. Ah. Ben, moi je pense à peu près du niveau d'Isle of Sky justement, mais dans Isle of Sky, j'ai des décisions plus intéressantes, je trouve. Parce que là, il y a vraiment du trade-off entre le court terme, le long terme, telle autre personne a tel parchemin, puis tu sais, il y a plus d'interaction entre les joueurs aussi dans Isle of Ouais, Sky. définitivement. C'est vrai, ça c'est un point que j'ai pas dit, c'est dans Wingspan, on joue pas mal notre jeu chacun de notre côté. Tu sais, il y a pas des tonnes d'interactions avec les autres joueurs. T'es pas mal centré sur ton tableau à toi puis le maximiser parce qu'il y a peu de la principale endroit où il y a de l'interaction, c'est au niveau de la mangeoire. Qu'est-ce que tu vas aller chercher comme bouffe, puis ça se peut que tu prennes la bouffe que quelqu'un d'autre veut, mais en même temps, tu sais pas vraiment ce qu'ils veulent parce que tu vois pas les oiseaux qu'ils ont dans leurs mains. Ben, tu peux le savoir si tu regardes qu'est-ce qu'ils pigent, là, quand ils pigent surf à ouvert, mettons, mais ouais. Mais, en tout cas, on pourra, On peut procéder à la suite du duel, juste essayer de te laisser une chance de débattre de présenter ton jeu. oui. Donc, moi, je vais vous parler du jeu Calico, designé par Kevin Ross et publié par Flatout Games. Calico, ça me faisait penser un peu au même principe que Honeybuzz, où est-ce que t'as un jeu qui est super joli, qui a l'air paisible, puis qui évoque la paix, mais qu'au final, c'est un sale casse-tête. Ouais. Donc, le thème du jeu, en fait, c'est qu'on va faire des courtes pointes pour que des chats viennent se coucher dessus. Tu peux pas faire ben plus cute pis comfy que ça, là. C'est thématiquement, là, j'avoue on peut pas battre ça, là. Puis, dans le fond, notre courte pointe, ça va être un tableau avec des patchs qui sont en fait des tuiles en hexagone. Puis, un peu comme dans Azul, on va avoir 6 couleurs puis 6 motifs. Et les deux vont être importants pour scorer les points. Parce que dans le fond, on va essayer de regrouper des couleurs ensemble pour aller rajouter des petits jetons de boutons. Quand on a 3 patchs d'une couleur qui se suivent, ça nous donne un bouton, ça vaut des points. On a aussi des chats. Donc les chats qui sont des vrais chats, des backers Kickstarter qui ont payé un peu plus pour que leur chat soit dans le jeu. Donc, on a des illustrations de Beth Sobel, qui est la même qui a fait les illustrations de Wingspan, d'ailleurs. Une des très bonnes illustratrices dans le monde du jeu de société. Bref, fait qu'on a nos petits chats mignons, puis dans le fond, les chats, eux, ce qui les intéresse, c'est pas les couleurs, c'est les patterns. Attends, t'es-tu en train de dire que les chats, ils voient pas les couleurs? Ben, en tout cas, pas dans ce jeu-là. Ils voient pas les couleurs pour vrai. C'est full thématique. Ouais. Donc c'est ça. Les patterns, dans le fond, chaque chat va être intéressé par 2 types de patterns bien particuliers, puis il faut qu'ils soient arrangés. Ça peut être une ligne de 5, un groupe de 3 ou 4, mais vraiment dans une orientation très particulière, puis ça va être plus ou moins facile à faire, puis ça va valoir plus ou moins de points. Ouais, les chats sont plus ou moins exigeants sur leur courte pointe. C'est ça. Puis à chaque partie, dans le fond, on va varier les chats qu'on pige, mais on va toujours en avoir un facile, un moyen, puis un plus difficile. Fait qu'on va avoir comme 3 brackets de points, si on veut. Puis si c'était juste ça, ben ça serait tout cute, puis ça serait le fun, puis ça serait facile. Mais non. En plus, on a comme des objectifs bien particuliers qu'on va dessiner en fin de partie. En début de partie. Qui peuvent être, par exemple, d'avoir
on va avoir, dans le fond, 3 emplacements sur notre courte pointe, puis on va regarder qu'est-ce qui est autour. Puis là, il peut y en avoir un qui veut avoir toutes des différents autour. Il peut y en avoir un autre qui veut 3 paires. Il peut y en avoir un autre qui veut une paire, un triple et un simple. Puis là, vous vous dites, mais là, est-ce que c'est des paires puis des simples de couleurs ou de motifs? Puis la réponse, c'est les deux. C'est ça. Fait qu'on peut faire un peu de points si on réussit cet objectif-là avec les couleurs ou avec les motifs. Ou on peut faire vraiment beaucoup de points si on le fait avec les deux en même temps. Fait que le but, c'est comme de se garder la porte ouverte le plus longtemps possible pour être capable d'aller sur les deux. Puis à un moment donné, comme on a trop de pression, on est obligé de faire un choix parce que, en fond, à notre tour, on est tout le temps obligé de placer une tuile. Puis on n'a pas... on a 2 tuiles dans les mains, puis après ça, après d'en avoir placé une, on en repige une parmi 3. Fait qu'on n'a pas beaucoup d'options. Ouais, puis des fois, tu as le problème d'avoir besoin qu'il y a une seule tuile qui va fitter pour pouvoir compléter ta série, puis elle sort pas ou ta voix partir parce que ton opposant la prend. Ouais, parce que là, c'est pas mal la seule interaction du jeu, en fait, c'est... Dans le fond, là, quand on repige une tuile, c'est dans un display de 3, puis on a c'est le même pour tous les joueurs. Fait que je peux regarder qu'est-ce que Vincent est en train de faire, puis je sais qu'il a absolument besoin des fougères bleues, par exemple. Fait que si je la vois sortir, ben je vais la prendre tout de suite, même si moi j'en ai plus ou moins besoin, tu sais. Je vais bien trouver une place où qu'elle va pas trop me nuire. Ouais, exact, parce que souvent, c'est un peu ça. T'as certains endroits où t'as besoin de tuiles vraiment précises, mais t'as quand même assez de liberté pour pouvoir placer à peu près n'importe quoi, là. C'est ça, tu peux placer n'importe quoi, n'importe où, c'est juste que ça va peut-être te coûter beaucoup de points. Puis tu sais, oui, on n'a pas beaucoup de choix dans ce qu'on peut piger, mais je pense que ça empêche d'avoir la paralysie de l'analyse, parce que si on en avait plus, d'essayer de maximiser les boutons, les chats, plus les tuiles objectifs, ben on pourrait comme passer vraiment beaucoup de temps à se dire ah oui là je vais mettre un truc jaune avec ce motif-là, puis à côté je vais avoir le motif rose là, puis tu sais il y aurait moyen de comme tu sais si toutes les tuiles étaient disponibles de genre se casser la tête pendant des heures pour avoir la courte pointe parfaite qui vaut vraiment beaucoup de points, mais étant donné le thème confortable, cosy, tu sais c'est une de ces trois-là, c'est celle-là la mieux, je vais la prendre. Je vais essayer de la placer le mieux que je peux, puis tu sais, advienne que pourra. Ouais. Ou tu peux aussi, tu sais, te casser la tête avec le peu de choix que t'as, mais au moins, tu sais, ça va pas te prendre 2 heures, tu sais. C'est sûr. Mais c'est ça. C'est quand même un niveau de casse-tête assez élevé, là. Si tu joues contre un opposant aguerri, ça utilise quand même pas mal de brain power pour pouvoir t'en sortir, là. Ça dépend vraiment de contre qui tu joues. Ouais, vraiment. Mais c'est ça. C'est un jeu très joli. Tu dépends un peu du hasard encore parce que, tu sais, c'est un marché de tuiles. Puis il faut des fois que tu pognes la bonne tuile, puis ça peut arriver que ton opposant la sache c'est quoi cette tuile-là, puis qu'il s'arrange pour toujours te l'enlever. Mais en même temps, tu peux pas éternellement bloquer l'autre joueur parce qu'il faut que tu joues pour toi pour faire avancer ta propre courte pointe. C'est ça, puis comme je disais au début, je pense que la stratégie, c'est d'essayer de rester ouvert le plus longtemps possible. De pas trop se commettre tôt, ou ce que là, si tu fais ça, tu vas vraiment être dépendant de « Oh, là, il me faut absolument cette tuile-là ». Tandis que tu peux essayer de jouer « Ah, ben là, si celle-là, j'ai la place là, je pourrais soit aller pour les boutons avec les couleurs, ou ah, mais elle a aussi le bon motif pour essayer de faire ce chat-là avec l'autre affaire, l'autre bord. » Puis en plus, elle fit encore avec les tuiles objectifs au milieu du plateau. Donc, je pense que rapidement, il faut que tu te décides, OK, celle-là, je veux la faire pour les deux. Les autres, je vais juste essayer d'en faire un, puis je vais garder mes options ouvertes. Mais, tu sais, c'est ça, c'est un jeu qu'il faut essayer de rester flexible le plus longtemps possible, je pense. Parce qu'au début, tout est wide open, là. Tu peux placer tes tuiles n'importe où sur le plateau. Il y a pas de restriction, là. T'es pas obligé qu'elle en touche un autre, d'une couleur ou rien, là. Tu prends ta tuile, tu la mets où tu veux. Puis là, plus la partie avance, à la fin, t'as plus le choix, il te reste juste un spot de disponible, t'es obligé d'en mettre une là, tu sais.
Mais si t'es capable de rester flexible assez longtemps, je pense que c'est là que tu vas connaître plus de succès. Ouais, définitivement, parce que le moins souvent t'es dépendant d'une tuile particulière, le mieux tu vas pouvoir t'en sortir. Mais tu sais, ça va finir quand même qu'à un moment donné, il va te falloir là, la tuile. Oh oui, c'est sûr. Moi je me rappelle aussi, tu sais, c'est ça, les motifs, tu sais, c'est quand même bien fait puis tout ça, mais des fois, je me mettais à avoir les yeux qui voyaient croche un peu, puis je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais mis une tuile pas bonne parce que j'avais pas remarqué que tel motif était là. Parce que t'as 6 motifs, 6 couleurs, faut rester vigilant pendant ta partie pour pas faire pas faire d'erreur, tu sais, parce que des motifs de fleurs, il y en a deux, il y en a un qui peut ressembler vite vite à une fleur si tu regardes vite, mais c'est ça, faut rester à l'affût dans ce jeu. Puis sinon, c'est ça, le jeu se joue en solo. Y a pas c'est pas un automa, c'est vraiment tu essaies de battre ton score dans le fond. Là. Mais il vient avec tout une genre de liste de challenge que tu peux essayer de te donner. Là. Donc faire tant de points avec tel chat, par exemple, ou faire un certain nombre de points avec les boutons, un certain nombre de points avec les chats. Tu sais, il y a plein de trucs que tu peux aller comme cocher, là, des espèces d'achievements, là, un peu comme dans les jeux vidéo. Là. Donc si vous êtes comme Vince puis vous êtes un complétionniste, ben vous pouvez faire plein de parties, essayer des stratégies différentes pour aller cocher toutes ces petites cases-là. Ouais, puis c'est ça, puis je pense que c'est bien justement que ce jeu-là puisse se jouer en solo parce que tu sais c'est comme un jeu de réflexion, tu sais, quasiment un sudoku où est-ce que tu es en train de de te reposer sur ta chaise puis de réfléchir, tu sais, de faire un truc intellectuel mais qui est pas non plus ultra intense. Ouais, t'es pas en train de sauver Gotham des mutants, là. Ouais. Puis tu vois des chats. Hein, Winston? Mais c'est toi le plus beau. Donc voilà, ça fait le tour pour moi pour Calico de Kevin Ross et publié chez Flat Out Games. Donc maintenant, on va débattre un peu de nos deux jeux. Donc premièrement, moi je pense que Wingspan a été dessiné par vraiment un artiste qui a plus de talent que Calico. Je me trouvais drôle parce que ouais, c'est le même auteur, mais c'est la même artiste. Puis tu vois, il y a quand même c'est deux styles assez différents, mais qui sont très beaux là. Tu sais ça, Calico, il est vraiment très coloré, avec les petits chats puis tout ça. Tu sais, ça fait grand-mère. Tu sais, c'est cosy, c'est le fun là. Tu sais, sur le couvercle, c'est le chat, il a l'air tellement confortable là. C'est Ouais, il est comme tout couché en petite boule. T'as juste le goût de le flatter. ouais. Moi, j'avais dit dans les deux cas, le matériel est de bonne qualité. Là. On a parlé de Wingspan tantôt, mais ici, tu sais, les couleurs sont vives, sont belles. Moi, je trouve que les patterns, ça ressemble pas tant que ça. Là. Puis, tu sais, les tuiles, c'est du carton épais. Ton plateau personnel, c'est une espèce de double board creusé, là, si on veut. Tu vas placer tes tuiles dedans, puis... Ils bougeront pas là. Non, Ça c'est je trouve que ça. c'est vraiment un plus ça. Ouais, il faut, parce que sinon, ça serait l'enfer. Et puis, tu sais, les tokens de boutons puis de chats que tu vas placer pour savoir que ton truc qui est fait, tu sais, sont beaux aussi. C'est aussi du carton épais, là. C'est... Pas vrai, ils ont pas lésiné sur le matériel. Fait que, tu sais, oui, Wingspan, je pense qu'il y a une petite coche de plus, là, mais qu'elle coûte pas très loin. Ouais, c'est que Wingspan aussi l'avantage c'est de se baser sur des vrais oiseaux là. Tu sais, il y en a des vraiment beaux là. Oui, t'as des corbeaux, mais t'as tu sais l'aigle à tête blanche. Ouais, mais moi je parlais plus de, tu sais, du reste du matériel, là, les dés, la tour, les œufs, tout ça, là, c'est... Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Il y a eu beaucoup il y a beaucoup du prix que tu payes qui est dans la présentation puis la qualité des composantes. Ouais, ben c'est Stone Meyer, hein. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est ça. Côté esthétique, je trouve que les deux vont se rejoindre là. Tu sais, je trouve que chacun a son très belle esthétique puis
personne peut vraiment, en tout cas, je verrais mal comment on pourrait critiquer l'un ou l'autre. Ouais, c'est au niveau gameplay qui se distingue plus, là. Je trouve que Calico a plus de mordant. Tu vas me dire que c'est parce que les oiseaux, ils ont pas de dents, là, mais... C'est vrai que quand tu picosses le chat, il va finir par mordre, là. Mais bon. C'est sûr qu'il y a plus d'interaction dans Calico quand tu vas jouer à plusieurs, tu sais, justement à cause que le marché est peut-être plus, il y a plus de mouvement dedans déjà, parce qu'on y va à tous les tours, versus dans Wingspan, des fois le marché va rester stagnant parce que les oiseaux qui sont dedans sont pas pertinents, puis tu vas préférer tenter ta chance dans la pioche qu'aller chercher les oiseaux disponibles. Ouais, puis je trouve qu'il y a plus de décisions aussi, t'as plus d'options. Même si t'as pas beaucoup d'options de quelle tuile tu vas piéger, mais où la placer, surtout en début de partie, là, c'est vraiment wide open. Puis là, c'est ça, c'est à toi de décider vers quel objectif tu vas vouloir te diriger, tandis que tu sais, dans Wingspan, t'as un objectif de ronde à chaque ronde. C'est pas mal tout le temps mieux d'aller vers celui-là en cours, ou peut-être vers le prochain. Oui, tu sais, le nombre de points va changer en fonction des rondes, mais tu sais, t'en as 4 que tu peux poursuivre. Versus que, tu sais, dans Calico, t'as toutes les 6 couleurs, t'as les 3 sortes de chats, t'as les 3 objectifs du milieu, fait que toutes les combinaisons de tout ça, essayer de... Pis, tu sais, ils s'entrecoupent entre eux autres aussi. Je trouve que t'as plus de choix. C'est sûr qu'il y a plus de choix, mais il y a aussi plus de chances il y a plus de chances d'erreur dans le fond. Tu sais, Calico, il pardonne un peu moins, je pense, que Wingspan peut le faire, là. Ouais, mais au Mais, moins, tu sais, ça va être tes erreurs versus dans Wingspan, si je pige pas l'oiseau que j'ai besoin, y a pas ouais, mais grand chose que je peux faire, tu sais. ouais, mais tu peux arriver au point où est-ce que dans Calico, t'as besoin de cette tuile-là, puis elle sort pas aussi, là. Tu sais, t'es pas complètement à l'abri du hasard dans Calico, là. C'est sûr que tu peux peut-être ralentir un peu ou, T'arranger pour que ça soit pas trop critique. ouais. Puis tu sais, c'est sûr que, tu sais, souvent, t'as comme t'as deux niveaux de points, là, pour, en tout cas, si on prend les objectifs sur le plateau personnel, tu sais, t'as la chance de soit faire le maximum de points ou tu peux viser Soit la comme, couleur ou les motifs, tu sais. c'est ça, faire des points partiels au lieu de faire la totale. Ouais. En termes de complexité, je pense que Calico est peut-être étrangement, je pense que je le trouve plus accessible parce que Il est plus simple de règles, mais plus compliqué de décision puis de stratégie, je pense. ouais, c'est ça que j'aurais dit parce que c'est pas compliqué, tu prends ta tuile, tu la mets sur ton plateau, si tu fais des combos de couleurs, tu prends des boutons, sinon ben tu checkes pour les chats. Tu sais, c'est assez simple à jouer. Mais c'est vrai que le casse-tête vient plus du fait que tu veux maximiser ton pointage. Wingspan va avoir beaucoup plus de règles, tu sais, il est pas super lourd non plus là. Non, Mais vraiment pas, mais un peu plus fiddly que Calico, mettons. ouais. Mais au final, quand tu commences à jouer, tu sais, t'as pas fini ton premier round que ça s'enchaîne bien, puis tu comprends comment ça se passe. Puis tu sais, t'as plein d'aides visuelles sur ton plateau, tout est écrit partout tout le temps. T'as des, on t'aide pas mal, on te prend par la main pour que ça se passe. Fait que tu sais, même si les règles sont plus compliquées, il est plus facile à jouer, je pense. Ben Ah, il est moins il est complexe c'est à plus réaliser facile. Ouais, c'est plus facile de performer. Ouais. Sinon, tu sais, niveau thématique, les deux, le thème, il est là, mais comme pas tant, tu sais. Il est plus là visuellement, mais pas mécaniquement, si on veut. Ouais. Tu sais, c'est pas... Ouais, non, c'est vrai, tu sais, les courtes pointes, tu sais, les tuiles, ça pourrait être n'importe quoi, là. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être une courte pointe avec des chats, c'est juste que ça le fait plus vendeur. C'est ça, tu sais, c'est très abstrait. Puis, tu sais, Wingspan aussi, là, ça pourrait être n'importe... Tu sais, t'as des types d'oiseaux, tu sais, t'as trois types d'habitats, quatre, cinq types de bouffe, les types de nids, mais ça pourrait être n'importe quoi, ça aussi, là. Ça pourrait être des fleurs, des pins, Ouais. C'est sûr que dans ce cas-ci, on a un peu utilisé le support du jeu
comme façon d'apprendre des choses aux gens sur les oiseaux, là, parce que ça c'est un aspect que je trouve quand même intéressant du jeu, c'est que oui, c'est un jeu, mais tu peux apprendre certains éléments sur ces oiseaux-là. Tu sais, c'est des oiseaux qui existent. Quand tu vas voir des extensions, dans le fond, c'est des régions supplémentaires. Fait que là, ils incorporent des oiseaux de ces régions-là dans le jeu. Ça, je trouve, c'est quand même le fun, tu sais, ça attise un peu la curiosité. Je sais pas pour toi, moi, quand j'étais jeune, mon grand-père, il y avait un livre, c'était Les oiseaux du Québec. Quand j'étais petit, j'adorais ça, les regarder, puis imaginer c'est quoi les bruits qu'ils vont faire, puis tout ça, puis savoir où est-ce qu'ils sont, puis me dire peut-être que je pourrais rencontrer cet oiseau-là en arrière de chez nous, ou pas, puis être un peu déçu. Mais mais t'as un peu ce truc-là que je trouve aussi cool de Wingspan, là. C'est sûr que ça, c'est en dehors du jeu comme tel, là, mais je trouvais que c'était quand même un truc intéressant. Ouais, c'est bien fait, là. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais je comprends que ceux que ça les intéresse, c'est le fun de l'avoir. Pis surtout que c'est, comme tu dis, là, c'est des trucs, c'est vrai, puis t'apprends des choses, puis tu sais, c'est avoir du plaisir en apprenant. Yay! Bon, moi, je pense que ça fait le tour. Ouais, je pense que ça fait longtemps qu'on parle, là. Ouais. Maintenant, c'est à votre tour de nous dire quel jeu vous préférez. C'est quoi votre jeu cozy, relax et tranquille? Est-ce que vous allez vous emmitoufler dans votre courte pointe en jouant à Calico et en étant hashtag Team Sam? Ou est-ce que vous allez aller dehors avec vos jumelles, observer les oiseaux avec hashtag Team Vince et Wingspan? Sinon, est-ce que vous avez d'autres suggestions de jeux cozy, confortables, que vous aimez sortir par les journées pluvieuses de novembre? Vous pouvez nous dire ça sur notre page Facebook, sur notre Instagram, ou venir sur notre Discord, notre serveur Discord, dis-je. Donc, pour ceux qui connaissent pas Discord, c'est un genre de service de chat gratuit, là, carrément. Fait que là, vous allez voir, on a des channels pour le podcast, pour les jeux, pour les photos, un peu de tout, bref. C'est toujours plaisant de vous lire là-dessus et d'interagir avec vous. Donc, on voudrait remercier aussi Chrysalis pour notre chanson thème. Et merci à vous de nous écouter et de partager le podcast avec vos amis. Donc, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye! Bonjour et bienvenue à Board Game Duel. Non, attends, j'ai oublié de dire le numéro d'épisode. Ça commence bien. Bonjour. Ouais. Oh. Alright, on part pour vrai. Bon. On avait dit pour vrai, Sam. C'est ce qu'on avait dit. C'est quelqu'un qui est pas encore prêt à jouer à Brass Birmingham, mais qui a bien aimé Evan and Ale. Hein? Non, c'est un mauvais. Non, c'est un très mauvais accent. Non, en tout cas, c'est pourri. C'est pourri. Evan and Ale. Ouais, non, ok, oublie ça, j'ai rien dit.